Salut à tous, on se retrouve pour notre deuxième épisode de Aldric Enerby Inside UFC Paris. On est dans l'hôtel des combattants, toujours le Pullman, pour vous offrir des rencontres autour de cet énorme événement, l'événement annuel du MMA en France. Et après un premier épisode d'Aldric, où on a eu Axel Sola et William Gomis, on a level up un peu pour ce deuxième épisode avec un gros programme. Pablo Sucupira, le coach des Fighting Nerds, qui sera opposé bien sûr dans le main event et le co-main event avec ses combattants Caio Borraio et Mauricio Ruffi, Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis. On lui parle pour découvrir aussi la méthode des Nerds, qui il est vraiment, comment ils ont construit cette équipe qui a beaucoup de hype. On était obligé, après Pablo Sucupira, on reçoit Nicolas Hoth, le coach qui lui sera opposé en main et en co-main event pour discuter avec lui aussi de tout ça et de l'approche de ce gros événement. Et on recevra enfin Bola Gioki, le Belge qui affrontera Mason Jones dans un combat qui est vraiment annoncé comme une guerre. Ça va être sans doute un des bangers de cette soirée pour le coup. Et il est pas beaucoup en lumière cette semaine parce qu'il y a beaucoup d'autres gros combattants et d'autres gros combats sur cette carte. Donc ça nous a fait plaisir de mettre le spotlight sur Bola Gioki. Gros programme, Aldric. Ouais, puis content d'avoir mis de la lumière sur cette équipe où il y a aussi Moustapha Diakité et bien sûr Oki, et content de vous la faire découvrir. Et pareil, bien sûr, pour Pablo Sucupira, il y a pas mal de podcasts, mais qui sont uniquement soit en portugais, soit en anglais. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de parler une de ces deux langues, vous allez pouvoir comprendre un petit peu son message, son intention, ce qu'il a fait, de quelle façon il a fait, d'où il vient. Et bien sûr, Nicolas Hoth, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup et avec qui je suis lié d'amitié. Donc, ça me fait plaisir d'avoir mis un petit peu en valeur tous ces coachs et toutes ces équipes. Aldric Enerby Inside l'UFC Paris, deuxième épisode. Ça commence maintenant. Générique. On se retrouve une nouvelle fois dans l'hôtel des athlètes pour cette Fight Week de l'UFC Paris. Et cette fois, on a un invité de marque. On est honoré d'avoir avec nous Pablo Sucupira, le coach des Fighting Nerds. Les Fighting Nerds qui seront bien sûr dans le main event et le co-main event pour tenter de gâcher la fête contre Nassourdine Imavov pour Caio Borraio et contre Benoît Saint-Denis pour Mauricio Ruffi. Thanks a lot for being there with us on Jab Life, Pablo. First of all, how are you doing? And are you here to ruin the party for the French guys on Saturday night? Glad to be here, brother. It's an honor to be in France and talking about a little bit about my team. And it's a good moment. I think it's a good moment for MMA. I think when you put France against Brazil, it's always highlights. We have a backup story in soccer. And I think the Fighting Nerds is representing not just Brazil, but maybe a style of fighting, a style of behavior. And I think maybe more guys outside Brazil could be cheering for us, not just because of the team, but because of the mindset. So you're ready for that. Fighting Nerds have a lot of hype, in the MMA world right now. How would you describe the Fighting Nerds? Your style, your method? How would you describe it for the people? I think the main point is that we are ahead of a movement that's showing that MMA is not a physical sport, it's a mental sport. Back in the days, I remember Chute Box and BTT, and you always think about the stronger guy is the best fighter. And especially in MMA, because you have so many decisions that you can make, so many paths you can choose, I think one of the most mental fight sports of all of them. It's hard to think about other sport that you can change the scenario so drastically like you can do in MMA. So I think the Fighting Nerds is showing that the mental game is more important than the physical aspect. So, for example, for the two fights on Saturday nights, you have multiple scenarios in your head? For sure, brother, for sure. I think Ruffi fight, the scenario is more explicit, You can see how the fight could go. You can see the power of Benoit, you can see the power of Ruffi. It's more clear. But when you talk about Imavov and Caio, I think you have a lot of possibilities, I think we can not just adapt from what Imavov is going to show us, but more than that, we can conduct him, This is what I think is going to win the fight. Who is going to conduct that fight? And we are ready for that. Before take a little time to talk about the building of Fighting Nerds and the history, just for finish for the fight. For Benoit and Ruffi, everybody knows what about move and stance and the importance of takedown and shot for Ruffi. But I talk about the fight against Imavov a lot of time in the podcast, and last Monday I said, damn, I really want to know the game plan to
to Caio, because it's a hard fight and a lot of stuff about the time, about the frustration, the stance, and the takedown ability. So yeah, definitely I really want to see the fight and see what the game plan and what you're cooking about. And very happy to don't have my guys against yours, because it's a lot of hard work to try to think about the game plan and other stuff like that. The game plan of Caio and Imavov, there's another thing that you need to put on the table. It's a 5 rounds match. So I used to be a pro boxer. And in boxing, I like boxing a lot because you have 12 rounds. One of the only sports that you can give something to win something later, you know, because you have a lot of rounds. And when you fight in 5 rounds MMA, it's a long fight. So I think will be a fight with a lot of different moments. And you can't see who is going to win just because of a specific moment. Maybe it's a trap, you know. We never know. But, man, if we do this same podcast next week, I could tell more things for you guys. But today, it's kind of difficult. Anyway, it's going to be a mental fight. You're welcome. On Saturday night, we're going to do a post-show here in the room. You're welcome, Pablo, to explain film for us. I always say I'm a big fan of boxing, and boxing is an adventure, a 12-round fight with little adventures in between. Aldric also said something about that fight multiple times. He said, it's been a year that Caio and the fighting nerds are calling out Nassourdine Imavov. And he said, maybe they saw something. Maybe they have something in mind and they wanted specifically Nassau because they have something in mind. You don't have to tell us what you have in mind, but is it true? Do you call him out for a year because you know that you have a path to win? There's 3 things that you have to understand really clearly before you get in a fight. You have to understand who you are, who your opponent are, and what is the path to the victory. And that's a fight that we can see this path. We know it's a really dangerous fight. Imavov has power in his hand. And when you fight against a powerful guy, you can lose a fight at any moment. You can win 4 rounds in one moment, you put everything in jeopardy. But I think we understood that Caio has the tools, and more than that, he has the mental game to follow the plan to win this victory. And I think Nassourdine, he's a chill guy. Looks like he thinks he's a model in the octagon. You know, he likes his hair and his face and his mood. And what I think about him is like he produces his image. You know, it's not natural. And every time a guy doesn't show his emotion, like I don't think he shows his truly emotions. And when a guy doesn't show his emotions, usually it's because he doesn't trust his emotions. Caio is more natural. You can see his emotion. He sees he's sad. When he's happy. His vibe is so strong because he likes his emotions. So I think Imavov will try to keep this fight a fight without emotion, and more than that, without unexpected things, you know. If the fight goes the way Imavov wants the fight to go, he's ready for that. But I don't think he's ready for something he's not expecting. And he's not ready to show his real emotions, you know. And Caio is ready for that. He's been doing all the time. Like he's crying in interviews and he's happy and screaming. When you see both guys, but the raw thing, you know, inside the skin, I think Caio has more tools than him. You have a lot of hypes with the fighting nerds, but in France, the coach of Nassourdine and Benoit Saint-Denis, Nicolas Haute, has a lot of hype right now. Did you study him a little? Do you know him? What do you think of him? Yeah, I like this vibe, brother. I saw him in the lobby. I just say hi from outside. And I like this match, the second match against me and against the coach, bringing some attention for the coaches, you know, because sometimes you talk so much about the fighters, and even the UFC, I think the UFC should say the name of the team, the name of the coaches. I'm here, one of the biggest coaches in MMA. He beat one of our friends already, so I studied him a lot. I know how good he is, but I think the UFC, the media should give more credit to the coaches, you know. So this
bitter rivalry that we have, I think is good for the sport. And I will keep the respect, but I want to win both fights. I want to show that my way works better than him. And maybe we gonna fight again, our fighters, and maybe he win, maybe I win. But just to talking about the coaches, I think it's a really good thing for the sport. Yeah, and we talked in Portuguese earlier, and we talk about the construction of the team and what happened. And in my last podcast, I say I'm truly sure the next Ultimate Fighter will be in the team building and there is fighting next against the guy. I'm pretty sure. I don't know. I don't need you say yes or no. It's okay. I'm pretty sure the next time and the next orientation of the Ultimate Fighter is with the team against and because of you and you build something with the glasses logo and the stuff like that and just explain the French follower what's happened in 2014 and because there's just no fighting as in UFC and now you are not 4 but I think 7 or 8 fighters in the UFC right now with the girl 12. And the 12 crazy thing and just explain a little in just 5 minutes how you build the team and when you decide to work with Caio to build this fantastic team. Yes. First, I want to give you a gift. Thank you very much. There's a symbol. There's a symbol of. Looking good, bro. Looking good. And he had already some similar glasses. You see. Yeah. Just not. Was missing the tape, but it sounds good. Yeah. It's good. It's good. But the thing is, all respect with all teams. Even I learned a lot with his style when we were studying Marlon. We saw the control distance, we saw the fast movements. But what I was looking in the scenario is that there was no MMA team, none. There was a lot of good coaches, good gyms, but none teams. When you think about NBA, for example, you want a Kobe Bryant t-shirt, but more than that, you want a Lakers t-shirt. So the team is a bigger player. And when you think about UFC, you go from UFC straight to the fighter. You don't have a team between them. And I was talking even with the UFC, even with the office, you say, guys, you're losing a huge potential, a huge player in your business. If you put a team, it's easier to a fan to connect to a team than a fighter, because a fighter sometimes do something you don't like, or even a fighter stop fighting and you stop watching the UFC. But if you're following a team, like goes on and on, you know. And when I think about the fighting nerds, I used to have a team before that, the Combat Club, and I was thinking, man, Combat Club doesn't mean anything, doesn't connect to anybody. And I need not just a team name, I need a brand, I need a concept, I need a tribe. And I started thinking, man, we kind of understand the game in a different way. We think more, we study more. And more than that, I never thought that being angry is the best mood to solve any problem. And fighter used to fight angry back in the days. And I said, man, we have a better mood to fight. I think you're gonna do, when you're gonna do an exam in your school, your brain is really reactive. So you have to fight like you're doing an exam in your school. And because of that, you're kind of nerds. And I've been bullied when I was young. Caio used to be a chemistry teacher. Say, man, we are nerds, you know? So we are the fighting nerds. This is why I came with that name. And the glasses, I need a symbol, you know, to give people, to connect people. And then I thought about the glasses, but the glasses that are a nerd, but a nerd who fought against the bullies. And this is why the tape. And now I'm showing how powerful an MMA team could be, you know? And I hope so. More teams can use that platform, not just to train fighters, but to be a company, to make money, to make, you know, business. And I think the fighting nerd is showing an aspect that I think a few people could see that before me. And I hope the fighting nerds could change a little bit the fighting game and show how strong team can be. That's very interesting because
We know UFC doesn't allow a lot of personal stuff from their fighters, but they allow those glasses because they know the power of that. They made T-shirts of the fighting nerds. They don't do T-shirts about gyms for the UFC. So you knew that you were going to change the game in that way with that concept? Man, it's that thing you can see in your mind, but it's different when you make it happen, you know? I could see, but now you're making it happen. Even in the beginning, when they started the Fighting Nerd team, almost everybody makes jokes of that name. Oh, it's a weak name. Oh, but you guys really fight. And I have to prove that it was a good brand, a good name, winning fights, you know? And I know that UFC is with us right now, not just because it's a good brand, it's a good concept, but because we're winning a lot of fights. And there's another thing that I understood really soon. The UFC is not a sporting league. It's an event. They produce shows, you know. They don't produce sport. So the mainly thing they have in their minds, how could they sell pay-per-views and how can they pack arenas, you know? So that's what they have in mind. So when you think just about winning fights, maybe you're not talking the same language they are. And when Caio was, they call Caio to do our first May event against Cannonier. And Caio, I'm going to win this fight. And I have a meeting with Caio and say, Caio, it's not just about that. You know what the UFC are doing right now? They're testing us to see if they can put a whole event in our backs. Because when you're putting you as a main event, you are the mainly guy that they account to sell pay-per-view, to put the event on the map. So we are not here just to win now. This time we are here to win, but we are here to sell these events. We are here to show that if you put a Fighting Nerd in the headline, it's going to be a good event for the UFC. So we have to sell and make the trash talk and everything. That's good, but not just that. How are we going to fight? That's the main point. If you are fighting a main event, it's a different way you should fight a undercard. It's a different responsibility, you know? And was the first fight I said, Caio, I think this fight you need to keep the 5 rounds standing. You won't take this guy to the ground. People doesn't want to see this fight like this. But I just said that also because I thought that was the path to the victory. I wouldn't say that if I say, man, it's a dangerous way. I said, this is the best way because Cannonier has a really lower gravity center and he's really reactive. He's explosive. So I was afraid that Caio tried a lot to take him down and get tired and it's a 5 rounds. And I saw that Cannonier always threw really hard punches. And when a guy throws a really hard punches, he wants 2 things, either to knock you out or give some time to him. Because if I want to punch you really hard, I want to at least to take you away from it and make me breathe a little bit. So when I start to see Cannonier fight, and I saw that every fight there's a really high moment, then a low moment, a high moment, a low moment. Say, Caio, doesn't matter if you're gonna punch him or not, just stay close to him 5 rounds. This is gonna win the fight because he's not used to that. And because of that, we make this strategy of staying close to him, the 5 rounds, and more than that, doing a striking match, a exciting match. And Caio did that. Hunter loved the fight. And after that, we are in our 5th main event already in 1 year. So I think that's what I understood of the game. I was going to say, that's something I repeat in the show a lot of time. Aldric can say it. UFC and MMA right now, it's a business with a sport. It's not a sport with a business. The business is the first thing. So I think you're right on that. Just to finish on that, do you think that in some years you will have put a path that a lot of people are going to follow? Do you think if we do an interview in 10 or 15 years, there are the Fighting Nerds, but there are also a lot of other teams, they're going to follow your path, you think? Man, I think so, but not just because of us. If you're thinking about strategic and way of fighting, we have a guy here fight
similar like us. He understands the game like we does. He has his own way. He has his own path. But I can see that he understands the game like we do. But I think talking about brand and about concept, I think we open a door. And I think this door will never close anymore. Yeah, definitely. It's a game changer. And when I see the brand, and when I see Carlos Prates fight 2 or 3 weeks ago, so he have to do an holiday. No, he came for give energy and power to the team. Yeah, definitely. This guy is a game changer. You have to tell this. It's sure. And I have one thing that I want also to ask, because Aldric talked about it in our last podcast on Monday. He said you are changing the game also in Brazil. He knows Brazil a lot. He went a lot there. And he says, in the last few years, before Fighting Girls appeared, a lot of Brazilians, they went to United States to go into some gyms. They went to Europe. They went to Japan. There's a lot of connection between Brazil and Japan. But right now, you are having a path for them that can make them stay in Brazil and tell them, you can go with us, with the Nerds, and we have a path to the UFC. We can bring you to the UFC without you going to the United States, to Japan, or to Europe. Do you think that's also a game changer for people in Brazil? That's for sure. We had Brazilian top team. We had Chute Box. We have still Nova União. We have some really big teams there. But nowadays, you can see that if a fighter wants to reach the highest level, usually they go out to Brazil. And we are trying to show that, man, we developed this sport, brother. The MMA, the Vale Tudo started in Brazil. There's no point of the Brazilian be afraid of a Russian guy. There's one thing I always tell to Brazilian guys, hey guys, the Russians are afraid of the Brazilians. So remember that. When you think, oh, it's a Russian, remember they are afraid of the Brazilian also. I really wanted to the Brazilian, especially the Brazilians, stay there and there's an option, because you always have the option to go outside Brazil. Because when you go outside Brazil to compete, it's not just to compete, you know. You go to maybe a better country in some aspects. So if there's some guys who go outside Brazil for his family safe, you know, it's not so safe in Brazil. I'm here. My brother lived here in France for 11 years. Because he has a better work opportunity outside the fighting game here. And he got married here. And I understand a guy wanted to go outside Brazil, and I respect that. But I wanted, you know, at least to give him an option. You also have a good option in Brazil to fight, to do your thing in the Fighting Nerds. And this will make you go to the top also, not just go to United States or to Europe. And more than that, now you have some foreign guys coming to Brazil to prepare. You have Olenchuk brothers. Cesar just won Contender Series on Tuesday, got his contract. We have some guys from Japan coming to our team. There's a guy from Philippines that's doing his camp there. So I really wanted to show the Brazilians that they have an option in Brazil, but more than that, guys from outside Brazil now can go there and train with us also. Yeah, definitely. I go in Brazil the first time in 2005 or 4 in Gracie Barra, Pernambuco, in Chute Box, and a lot of gym like that. And when I come back in 2010 or 12, I see a lot of Brazilian guys live in Australia, in United States for training, for increasing and stuff like that. And now it's a game changer, definitely. Like people like Chitara training in United States and come back in your gym. Do you think it definitely finished for the Brazilians? They just go for an opportunity and stay in Brazil for learn and perform right now? Man, I think there's good points and low points about being Brazil. But nowadays, at least you have an opportunity. Like Chitara, I think is the best example because she was in Chute Box. She went to American top team. Then she come back to Fighting Nerds. Now she in United States again. Like she's showing that you can do it in Brazil. You can do it in the United States. Like it's not, maybe it's not a best place, but you can find a best place to you, a place that fits well for you. I think the MMA São Paulo is backing to be strong. Not just us. You have Lucas Mineiro, you have Diego Lima, you have some guys from the
Southside. We still have Nova União, it's a huge team, one of my idols, the Pedernera. I think you have a lot of guys there. The main thing now, not just for that, but speaking clearly, I think everybody's waiting if the fighting nerds will be able to reach the belts. I know that, I understand that, I'm not hiding from that. I think if we reach the belt, and I really believe that we're gonna reach that belt, when we reach the belt, then I think for sure the Brazilians will understand, hey, we can make a champion in Brazil. But before that, we still a promise. I have 3 more questions. Thanks a lot for your time. That's really amazing, that moment. But what is for you, in your eyes, the best Brazilian fighter ever in MMA? Ever? Please tell Jose Aldo. Man, I think Jose Aldo needs to be on the conversation. But when you talk about the best, it's about styles. So I will talk the one who matches more my style. And I like Anderson Silva a lot. I think as a striking guy, he did things. I remember to see him knocking the guy out in the 3rd round and people booing because we're just in the 3rd round. I never seen this after that, and then before, like, he wasn't expecting to win. He was expecting to give a show. If you see John Jones, Khabib, they won all the fights, but not always giving a show to people. And Anderson, maybe not in the end, but mainly in his career, always a show, always a spectacle. So I like him a lot. Man, I started to watch MMA, and my first idol was Rickson Gracie. It's hard to talk about him because so much thing happened after him. But if you remember him, he was a different kind of animal. So I think there's some eras. I think there was, for me, Rickson Gracie era. Then you have Vanderlei Silva era. You have Fedor era. You have the Hammer House era. You have then the Anderson Silva era. You have Jose Aldo era. Then John Jones. But if I have to choose one, I still stay with Anderson Silva. I get you. That's a good choice too. I wanted just also a question about how do you became that coach of the fighting nerds? You told me you were a boxer. I don't think you take it bad that you don't have a great MMA career. So because a lot of coaches not in Brazil are coming from a big career in MMA. So how did you become that coach that has all that hype today? I have to disagree with you, brothers. I take it. Tell me one coach that was MMA champion. You don't have one. Yeah, you're right. Because if you achieve everything you needed as a fighter, you don't have a fool to be a good coach. You have to be something, life is a search, brother. When you complete that search, it's hard to have that. He knows. Being a coach is like to donate part of your energy to your fighter. It's so hard, brother. It's so... Man, so you really needed to want this. I think you needed to be a fighter, or at least being in the ring, the octagon, fighting to be a coach. You need to understand that you have to live that, at least maybe not even professionally, but you have to understand how it's been having punch in your face. But I'm a Muay Thai fighter and a boxing fighter, but mainly a Muay Thai fighter. And God gave me a gift, and that gift is that I couldn't gain muscle at all. I tried so hard to be a muscle guy, and I couldn't. And because of that, I have to develop a really good technique. And because of that, I couldn't stay in, not just technique, because if thinking a fight game, you have 3 main points: strategy, technique, and movement. And because I didn't have muscles, I couldn't stop in technique. I have to develop movement to generate power, because my power doesn't come from my muscles, my contraction comes from movement. Like Bruce Lee. Bruce Lee was a really skinny guy, and I studied him a lot. My birthday is the same day as Bruce Lee. So I studied him a lot, and I saw that he could use the movement, like he used to say, be water, because he used the movement to start the movement. What I used to do with my fighters is starting the movement not with contraction, but with unbalance. It's hard to understand that, but if you're unbalanced, you're already outside the inertia,
So you don't need so much power to generate a big impact. So this is when I start the fighting nerd concept with a different kind of movement. So when you see my fighters, you see all of them moving in a different way. It's not an orthodox way. And I started as a coach at 29. I went to a Muay Thai fight and I was in a good moment. And I was fighting a guy that was supposed to win. In the third round, he gave me a spinning elbow and he knocked me out. And I couldn't believe that. And the good thing about a defeat, especially a defeat that you're not expecting, after a defeat like that, you start to accept things you wouldn't accept. And I start to accept that I didn't have a life that I should have as a fighter, that I wouldn't be a world champion as a fighter. And then at 29, I say, hey, but if I change the scenario, if I start young as a coach, I could be a world champion. And I always used martial arts as a tool to evolve myself, to prove that I can be the best in the world in something. And then I started at 29 as a coach, a Muay Thai coach. Then I went to a boxing coach. But the thing is, the Muay Thai and the business and the Muay Thai and boxing business are really bad to work. And I needed a platform to do my business. And when I see the UFC, I say, that's it. Not MMA, UFC. UFC is the platform that I can prove myself and show my skills. And then since the beginning, I started MMA coach. I started as a UFC coach since day one. And I don't have Bellator fights. I don't have PFL fights. I never went to ACA. The only time I left Brazil to do MMA coach was to UFC, because that was my goal since day one. But the MMA career as a coach started really well when I met Kyle. Kyle went to my gym and then he started to train with me. He lived in the gym. I give him a job there. He worked at in the front desk, and we start to be every day together, and we share a lot of thoughts together. And this is why I came with the idea of the Fighting Nerds and the team. And I think the rest is history. Believe me, brother, I know what it is to not have muscles. Yeah. Believe me. Aldric, do you have one last question? Definitely, I say what I think about the project and the men, and then for me, I'm happy to French people know now, because it's difficult sometimes. So it's just only Portuguese. When you talk about the foundation, I found only in Portuguese podcast, and in US podcast always talk about UFC and the fantastic four fight in the beginning in UFC. So I'm happy to French people know how to build and how the foundation of the fantastic team. Yes, thanks a lot for your time. And I have, of course, one last question. What happens Saturday night between Benoit and Rufi and between Nassourdine and Caio? We came here prepared to win both fights, but it's an MMA game. And people used to sell us as an unbeaten team. And that's not true. We have a superpower. And our superpower is not win all the fights. Our superpower is always develop after a defeat. You could see that with Carlos Prats. And man, if we lost both fights or one of those fights, we're gonna come better after that. But man, every time I see those fights, I can see both of our fights winning. And I could so many ways to win those fights that I really believe we can do this job. But maybe the coach of them are thinking the same. I respect him. I think he's a really good coach. And man, make the best man win. I'm ready for that. Thanks a lot, Pablo Sucupira, and we see you on Saturday for those two great fights. On se retrouve une nouvelle fois à l'Hôtel des Athlètes de cette UFC Paris 4e édition. Ce sera samedi soir à l'Accor Arena et on continue nos belles rencontres, nos beaux invités dans cette chambre avec Aldric pour ce Aldric NRB spécial Inside UFC Paris. On est ravis et honorés d'avoir monsieur Nicolas Hoth, l'entraîneur français qui aura 3 gros travaux à faire samedi soir avec William Gomis, Benoît Saint-Denis et Nassourdine Imavov. Main event et co-main event pour Benoît. Déjà, Nico, t'arrives à dormir dans cette semaine? C'est comment l'emploi du temps là? C'est compliqué? Ouais, l'emploi du temps il est chargé. Ce que je disais, ce qu'on disait un petit peu en rigolant, c'est que en fait, tu croises beaucoup de gens. C'est un peu le Super Bowl du MMA français. Et donc, tu as beaucoup de plaisir à croiser des gens que tu croises pas souvent. Nous, quand on se croise, Clément en bas, Aldric, etc. Donc, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup d'échanges que tu vas avoir. Mais en même temps,
ça te prend ton énergie parce que à chaque fois tu discutes, etc. Et donc il y a des moments où faut ménager son énergie, presque le coach doit ménager son énergie presque comme un athlète. Et il y a des moments, tu vois, là, juste avant l'interview, j'étais au calme dans la chambre, j'étais posé, rien du tout, juste du calme, posé, et tu prends de l'énergie. On a beaucoup eu ces dernières semaines, tu avais beaucoup été dans la lumière, parce que c'était le coach qui fait le main event, le co-main event. J'ai vu beaucoup de choses médiatiques autour de toi, voilà, des portraits, des choses comme ça. Comment tu l'as vécu? Tu sens que, tu vois, que c'est un rendez-vous vraiment différent, à part, où tu joues beaucoup aussi, tu vois, pour toi, quoi, personnellement. Écoute, je l'ai bien vécu, parce que finalement, il y a cette exposition médiatique, mais elle est là quand même depuis un moment. Elle est pas nouvelle, même s'il y a une ampleur qui est particulière. Je suis conscient de l'enjeu de samedi, de ce qui va se passer samedi. Mais en parallèle de la conscience de cet enjeu, je suis toujours, moi, sur ce que j'accomplis au quotidien. C'est-à-dire que l'enjeu en soi, c'est bien d'en être conscient, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour atteindre tes objectifs. Et donc, au final, le quotidien, il change pas. On avait plutôt dans cette émission Pablo Soukoupira. Je suis content d'avoir réuni les deux pour faire ce duel de coach. Il nous en parlait, il nous disait qu'il était heureux, lui, déjà, il te respecte beaucoup, qu'il a, bien sûr, il espère obtenir le meilleur par rapport à toi, c'est sûr, mais qu'il était content qu'il y ait un duel de coach et que les médias aussi parlent de ça pour mettre le travail des coachs en avant. Il en parlait avec Aldric. Tu partages cette analyse que c'est cool aussi que voilà, ceux qui soient dans l'ombre un peu, vous soyez dans la lumière cette fois pour samedi soir. Ouais, c'est super cool. Déjà, c'est aux fighters d'être dans la lumière, ça c'est normal. Hein. C'est eux qui combattent, c'est eux qui font tous ces efforts et ces sacrifices. Mais c'est aussi cool de voir l'opposition de perception, de game plan, de préparation des camps d'entraînement et de voir le résultat de tout ça dans la cage. Et on a une opposition. Je reprends un peu parce que j'avais écouté votre podcast avec Aldric justement sur cette UFC. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'affrontement Ruffy-BSD, on a un peu de l'affrontement Caio-Nas inversé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Nassourdine, en réalité, ça aurait presque été, dans un autre monde, dans un autre cadre, le meilleur sparring partner pour Benoît pour préparer Ruffy. L'inverse, moins. Benoît pour Caio, moins parce que c'est pas exactement le même style, mais Nassourdine, on a fait quelques échanges comme ça avec Benoît. Il peut imiter Ruffy, pas à la perfection, mais très 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 bien. Je pense qu'il y a peu de gens en France qui peuvent l'imiter aussi bien. Après, moi, je trouve ça super intéressant de voir cet angle-là, plutôt la préparation, l'interne, parce que comme je l'ai dit avant, en conf, on a eu suffisamment de questions sur qu'est-ce que tu vas faire, chaque fighter. Moi, j'avais envie de prendre un peu cet angle avec toi. L'exposition, tu l'as depuis un moment. Les premiers combats UFC où tu partis, les premiers combats au UFC, je dis pas de bêtises, c'était avant même 2020 que tu es parti coacher à l'UFC. Tu peux nous refaire un petit feedback sur ça? Ouais, tout premier UFC, c'est avec Taylor Lapillus. Bien sûr, Fernand Lopez en tant que head coach. Moi, j'étais à la fois à l'époque sparring partner de Taylor. Je travaillais sur sa nutrition et assistant coach sur le camp. Donc ça, c'est 2016, le dernier combat de Taylor à l'UFC. Ensuite, on a avec Nassourdine en 2020, donc en plein Covid à Abu Dhabi, Fight Island. Et ensuite, on a le retour à l'UFC en début 2024 contre Roman Dolidze. Et puis ensuite, Cannonier, Brendan Allen, Israël Adesanya. Et puis contre Prepolek avec Benoît. On discutait un petit peu plus tôt. Alors, pour les gens qui nous suivent, c'est un petit peu plus tôt dans l'émission. Et pour nous, c'est un peu plus tôt dans la journée, Alex. Avec Pablo qui disait qu'il était content de mettre un petit peu les coachs en avant. Et même plus que les coachs, les équipes. Et là, c'était Team Hot parce que, effectivement, ces deux cellules que tu pilotes toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Et lui, il pensait que c'était ça l'avenir, en fait, de construire des équipes qui seraient solides et qui arriveraient à répondre plus globalement à la demande de l'UFC. Je parle beaucoup, moi, de ça, de l'intérêt de construire un écosystème et des gens qui sont autour de toi qui te permettent d'aller vers l'avant. Ce que je disais, c'est qu'il y a eu des moments magiques pendant ce camp. En l'occurrence, le mardi, c'est notre jour de sparring, dur. Et donc, tout l'après-midi, 15h, 16h, 17h, chaque demi-heure ou chaque heure, il y a un nouveau sparring selon le temps qu'on a besoin pour après le sparring, pour débriefer, etc. Et donc, il y a des moments où je regardais le tatami et t'avais William Gomis, Grégory Baben avec son savoir sur le striking et ses angles de frappe qui sont super particuliers, Luis Mariano, Benoît Saint-Denis, Rodrigo Alamos, Nassourdine Imavov. Et je dis, waouh, le niveau des Pierre Manzo, Reda Meptouche. Et je me dis, le niveau d'expertise, de technicité, de savoir qu'on a réuni au même endroit, je prenais un pas d'écart et je me dis c'est beau de réunir des experts même comme Maxime François sur la lutte, 6 fois champion de France de lutte, qui a participé au championnat du monde, qui connaît le haut niveau de la lutte, et on réunit tout ça et on est là, on échange
pour faire progresser le MMA, pour faire progresser nos athlètes. Ouais, je trouve ça fascinant. Ouais. C'est aussi ça qui t'a poussé, parce qu'au moment où on enregistre, ce matin, on a appris que voilà, tu avais ton MMA Performance Center. C'est bien le nom que tu as pris pour donc, la nouvelle salle que tu veux ouvrir sur Paris pour le coup. C'est cette idée-là. Et ça fait combien de temps que tu l'as eu? Enfin, tu vois, est-ce que en voyant toutes ces expertises, quand tu prépares ces camps à plusieurs combattants, tu t'es dit en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut réunir tout ça dans un même écosystème. C'est ça. Il y a 3 parties pour moi dans l'écosystème qui sont essentielles. Il y a le lieu, parce que l'environnement dicte ce que tu peux faire. Donc là, en l'occurrence, au MMA Performance Center, on aura une cage professionnelle de MMA, donc aux dimensions professionnelles. Moi, j'ai l'habitude de filmer les sparring. Il y aura des caméras qui seront installées directement, qui permettront de filmer tous les sparring, donc et sur la cage et les sparring qui n'ont pas lieu dans la cage, parce que ce qui se passe quand tu es coach, si je regarde le sparring qui est là, je peux pas voir celui qui est là-bas. Mais si je l'ai en vidéo, c'est moins grave parce que je peux l'étudier après le cours. Et donc, ça me permet à moi d'avoir une qualité, une plus-value qui est énorme. Pareil, le cage wrestling, c'est quelque chose qui est énormément pratiqué dans les autres pays. C'est quelque chose qui est très peu pratiqué en France, tout simplement parce que les structures permettent pas de le travailler. Il faut des murs sur lesquels travailler. Ou il faut une cage, mais la cage, elle fait mal. Parfois, tu te blesses. Du coup, tu peux choper des staphylos avec la cage, etc. Donc, quand tu as des murs qui te permettent de travailler le cage wrestling, c'est un gros avantage. Et ça, c'est ce qu'on aura, par exemple, dans la salle. Et puis, on aura un espace de préparation physique, pas immense, mais très à l'américaine forcément, comme j'aime. Et puis, on aura une petite unité de récupération aussi, avec des bains froids, avec des bottes, avec le massage. Et l'idée dans ce contexte-là, c'est de dire, OK, toi, en tant que combattant, tu as juste à venir. Tu viens lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les matins, tu as cours. Ensuite, tu as un deuxième cours qui vient s'installer, qui est un cours qui est un peu plus court, comme on fait aux États-Unis. Un cours d'1 heure, par exemple, de drill sur la lutte. Un cours d'1 heure sur le Muay Thai avec des thèmes. Un cours qui est pas trop fatigant, mais qui te permet de progresser techniquement. Tu as tes jours de préparation physique, tu as tes jours de récupération, ça y est, ta semaine, elle est bouclée. Et tu n'as pas besoin de parcourir tout l'Île-de-France, tu n'as pas besoin d'aller chercher l'expertise. Maintenant, je pense que un système qui fonctionne bien chez nous, à l'heure actuelle, en Île-de-France, en France, c'est de dire, les gars, le minimum, c'est vous faites les cours de MMA le matin. Si le soir, tu as une affinité particulière sur le striking, toi, tu aimes faire ton striking au Mamoudi, ou toi, tu aimes faire ta boxe anglaise au Muro, chez Abadila, eh ben, tu vas chercher cette expertise à partir du moment où il y a un partenariat qui permet l'entente, qui permet le dialogue avec ton professeur et que ton professeur, il comprend la nécessité du MMA et que la discussion s'installe, bah, c'est possible. Et donc, on laisse cette liberté tout en te permettant de travailler au quotidien. Et le troisième volet de tout ça, donc, on a dit un environnement, donc des locaux qui permettent de travailler. On a dit ensuite des professeurs qui transmettent leur savoir. Et le troisième volet de tout ça, c'est des sparring partners de haut niveau. Pourquoi ? Parce que tu fais un passage de demi-garde. Et mon passage de demi-garde, il passe contre tout le monde. Mais quand je l'essaye contre Reda Meptouche, il passe pas. Pourquoi ? Parce que Reda, il a un niveau qui me permet d'exposer mes défauts. Et là, on a parlé du passage de garde, mais je pourrais parler de la boxe anglaise, de la boxe thaï, je pourrais parler de la lutte, etc., etc. Et donc, à partir du moment où on arrive à ramener des sparring partners de haut niveau, on peut plus facilement exposer des défauts, des trous, des subtilités qui sont pas bonnes dans notre jeu, et donc plus facilement les corriger. Et moi, j'ai une méthodologie qui part beaucoup de ce que tu fais. C'est-à-dire que je regarde ce que tu fais, et à partir de là, j'essaie de résoudre les problématiques que tu as dans ce que tu fais, plutôt que d'imaginer telle ou telle problématique. Donc moi, quand j'ai des sparring partners de haut niveau, ça m'aide beaucoup à résoudre les problématiques. Tu parlais, t'as dit à l'américaine, on sait que t'es passé en université aux États-Unis. Aldric, je sais que t'es très fan de sport américain. On sait à quel point ils sont professionnels. Même au lycée, des fois, ils ont des infrastructures qui nous rendent petits par rapport à eux, même au niveau professionnel. Aldric, toi, t'en as parlé aussi dans l'émission déjà. T'en avais parlé même sur BFM Côte d'Azur, je me souviens. T'as ce projet-là aussi dans le Sud. Il y a déjà des locaux qui sont plus que repérés. C'est ça l'avenir. On a parlé aussi, je sais, sur Jab Live déjà, de professionnalisation, que le MMA devait se professionnaliser en France. Il est encore jeune, ce sport, depuis sa légalisation. C'est ça l'avenir, c'est d'avoir ces grosses structures. Dans quelques années, on se retrouve et t'as le Super Pôle en Ile-de-France, le Super Pôle à Nice, et en fait, on a des grosses structures qui mènent le MMA français vers le haut. Ce que fait Nico, et il le sait, aujourd'hui, le MMA français, il est vraiment moi, je trouve qu'il est vraiment sur la bonne voie. Parce que on discute entre eux, on est à peu près tous de la même génération. On se connaît depuis longtemps, on a bossé ensemble. Moi, Nico, je le connais depuis très longtemps. Je l'ai connu comme fighter. Quand il était sur le podium des championnats du monde amateur, je suivais déjà les IMAF. C'était quoi, 2015, 2015 tu vois. Et c'est pareil, ces combats au Cage Warrior. Et même quand on a commencé à bosser ensemble, je lui ai dit, parce qu'il avait une phrase un peu rigolote, il a dit, ouais, j'ai vu que j'étais pas hyper performant en tant que fighter, donc j'ai dit je fais autre chose.
Et je dis, moi, Nico, je suis désolé, ce que je t'ai vu faire dans la cage JK Joueur, c'était tout sauf ridicule. Tu te rappelles qu'on avait cette discussion? Et en fait, en quoi on est rival, en fait? Je comprends pas. J'ai reçu pas mal de messages en ce sens. On bosse ensemble, on s'échange. Moi, quand j'ai besoin d'un conseil, je l'appelle et vice versa. Et aujourd'hui, il est en île, je suis à 1000 km. Mais même si on était à 200 km, ça changerait rien. En fait, le MMA français, il doit travailler comme ça parce que ce qui se passe, et on en parlait avec Pablo Sucupira, le Brésil a connu ça. Ses talents sont partis de façon énorme dans les années 2008-2010. Beaucoup de gens sont partis aux États-Unis, au Japon, en Australie. Tous les plus gros talents du jiu-jitsu sont partis. Et tous les mecs qui avaient des visas, ils sont partis s'entraîner au States au niveau du MMA. Et en Europe, il se passe ça. Aujourd'hui, les mecs font leur camp ailleurs. Et si on monte des structures, si on collabore ensemble et si on arrive à faire de la performance, tu peux pas que récupérer la France, tu peux récupérer tout ce qui se passe autour. Les mecs d'Europe de l'Est, les mecs d'Angleterre, les mecs d'Italie. Et donc, je pense que on doit se soutenir à ce niveau-là. Moi, je suis ravi d'entendre la vidéo de ce matin et bien sûr, on est en train d'essayer de faire la même chose. Alors, on espère l'annoncer d'ici 10-15 jours parce que c'est pas tout administrativement fait. Ça a pris du temps parce que plus tu veux aller chercher de la surface et de l'exposition, il te faut des sponsors, il faut beaucoup de choses à mettre en place, il te faut des associés. Mais ça a mis un peu plus de temps que prévu, mais ça va arriver aussi. Et en tout cas, publiquement, je félicite Nico et bon, il sait très bien que je lui souhaite le meilleur. Mais on travaille déjà ensemble, on collabore ensemble déjà de multiples façons. Donc, il n'y a aucune rivalité, en tout cas, pas de notre part à nous. Nico, c'est ça l'avenir pour compléter ce que dit Aldric. On va vers ce MMA qui va se professionnaliser chez nous et avec ces grandes structures qui vont en fait collaborer ensemble pour porter tout ça vers le haut. C'est l'idée si on veut performer à l'international. Soit on voit petit et on est là dans notre petit monde et on se dit je veux performer, je veux être le meilleur de mon quartier. Mais si je veux être le meilleur du monde, nous c'est un truc dont on discute depuis longtemps avec Aldric. Tu vois, moi j'ai Delphine Benouesh qui est une très bonne athlète. Je lui dis mais si je peux ramener un jour Delphine tourner avec Manon, c'est pas la même caté, c'est pas le même niveau, mais qu'elle goûte à ce que c'est l'élite mondiale pour voir comment elle s'entraîne, comment c'est la détermination, comment c'est les qualités physiques. Je pense que ça, c'est des choses. Une des raisons du succès des Américains, c'est qu'ils n'ont pas de complexe d'infériorité. Pourquoi? Parce que au quotidien, à la salle, ils tournent avec des gens du Bellator, de l'UFC, du PFL, et donc ils ont normalisé le niveau de ces organisations. Nous, pendant longtemps, on a eu ce complexe. Je trouve qu'on a dépassé ce complexe depuis quelques années. Je pense que la prochaine étape, comme le dit Aldric, c'est de faire venir les talents étrangers chez nous, qui au lieu d'aller aux États-Unis, au lieu d'aller ailleurs, disent on va se préparer en France parce que le niveau nous permet de nous préparer en France. Pour la partie, vous vous connaissiez il y a longtemps, je te dis Nico, dès que t'es à Nice, tu passes, on fait un jab culture tous ensemble et vous nous racontez tous ces souvenirs et toutes ces vieilles anecdotes. Pour revenir sur les 3 combats que t'as samedi soir, je vais pas te poser les questions que t'as eu beaucoup de fois cette semaine, mais je voulais le prendre sous un autre angle. Est-ce qu'il y a un des 3 combats pour lesquels ça a été plus facile de le préparer? C'est-à-dire que le plan et l'adversaire a fait que tu t'es dit c'est plus facile de préparer ça. Et tu t'es moins fait de jus de crâne que sur les autres. Non, il y a le seul aspect, je dirais, sur lequel ça peut être plus facile, c'est trouver des partenaires, des sparring partners. C'est plus facile pour un William Gomis que pour un Benoît Saint-Denis, que pour un Nassourdine Imavov. Encore une fois, c'est toujours la même question. C'est préparer un combat en août, c'est un calvaire. C'est-à-dire que tout entraîneur te dira que normalement, tu prends pas de combat en septembre. Parce qu'en août, la France s'éteint. Et donc, tous les gens... Je te donne un exemple. Nous, on avait prévu, j'avais contacté Yoré César, qui est un boxeur qui a gagné la Coupe du Monde amateur de boxe anglaise. Donc, c'est un boxeur d'exception qui est gaucher, qui est très, 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 très rapide. Et Nassourdine, il a cette faculté-là, c'est que quand tu le mets contre quelqu'un de très rapide, lui, il met le curseur vitesse au maximum. Et donc, pour nous, c'est très intéressant pour développer le coup d'œil, etc. Et donc, j'avais contacté Yoré, qui avait adoré se parer avec Nassourdine, on l'avait fait il y a quelques temps, et qui m'avait dit, ouais, ok, je serai là, etc. Et finalement, ils lui ont placé un autre stage de l'équipe de France, parce que forcément, les mecs, quand ils sont aussi bons que ça, ils sont en stage, ils sont en équipe de France, etc. Et il n'a pas pu venir. Et donc, il y a un moment, tu dois remplacer ce mec-là, qui est l'élite mondiale de la boxe anglaise amateur. Tu dois le remplacer par... c'est compliqué, par qui tu le remplaces? Et c'est l'été, et des gens de très haut niveau, il n'y en a pas beaucoup déjà de base, et en plus, il n'y en a pas beaucoup au poids de Nassour, et il y en a encore moins parce que c'est août. Et donc, il y a des week-ends où, quand j'organisais la semaine à venir, et notamment les sparring, et où on allait chercher les sparring, je t'avoue que je me creusais la tête, et je faisais les listes des boxeurs, et j'appelais les entraîneurs de boxe que je connais en disant, est-ce que tu as quelqu'un à ce poids-là, qui est gaucher, qui bouge en in and out, Donc, là où c'est le plus difficile pour moi, c'est toujours
les sparring partners de qualité. Vous le savez aussi bien que moi, hein, c'est pas que dans le combat. Hein. Le mois d'août en France, si tu veux faire quelque chose, c'est quand même très très compliqué. Tu parlais de William Gomis. Ouais. On l'a reçu sur le canapé pour la première émission Inside ici dans l'hôtel des athlètes, des combattants. Et il nous racontait cette rencontre aussi en Thaïlande qui a forcé le truc. Moi, quand je lui ai posé la question, sous le signe. C'était très tard, enfin tu vois, c'était pas longtemps avant le combat qu'il y a eu cette décision-là. Tu peux nous raconter comment ça s'est fait, parce que c'est rare de changer de structure et de rejoindre un nouveau coach aussi près d'un gros combat comme il a contre Ruchala samedi soir. Écoute, comme je disais, moi, William Gomis, bien sûr, je le connaissais, bien sûr, je l'appréciais, mais il s'est avéré, moi j'ai l'impression qu'il y a comme une petite division, hein, pas une guerre, hein, une division sur Paris, où il y a le nord de Paris. C'est plein de gens qui se sont toujours entraînés ensemble, qui se connaissent, etc. Donc, tu vois, du côté de la Hatch Academy, qui se sont croisés sur les tatamis. Et il y a la situation géographique du sud de Paris. Et tu regarderas, tous mes athlètes, ils viennent toujours du sud de Paris, soit du sud de la région parisienne, et où on s'est tous croisés sur les tatamis en tant que coach ou en tant que coaché, etc. Et donc, William Gomis, il fait partie de ces gens que j'avais jamais croisé sur un tatami. On s'est jamais entraîné ensemble. J'ai jamais entraîné un tapis sur lequel il était. On s'est jamais croisé. Et donc, je le suivais même pas sur les réseaux. C'est ça l'histoire que je raconte. Et donc, on est en Thaïlande avec Maxime François, avec Benoît Saint-Denis. Et Max me dit, Max l'entraînait en lutte. William venait au cours de lutte de Max. Et donc, Max me dit, il y a William qui est là. Le lendemain, on avait prévu de faire un cours de lutte avec Benoît. Il me dit, est-ce qu'il peut participer, tout ça? Je dis, ouais, bien sûr, au contraire, ça fait plaisir et tout. Donc, il vient, on fait le cours de lutte, ça se passe bien, c'est cool, tout ça. Et Benoît, si tu veux, il est sur une phase où on a fait on savait pas qui Benoît il allait affronter. Et ça pouvait être de Ruffy, un gros striker, à Gamrot, un gros grappleur. Et donc, on s'était basé sur, tu sais quoi, on va juste renforcer tes points forts. Et donc, on avait passé du temps à Reims. On avait fait beaucoup de sparring avec Anthony Dizzy, Ruslam, qui est un super lutteur et grappleur, etc. Et donc, on est là-bas, mais ça fait un moment qu'on n'a pas fait de MMA. Et donc, je dis à William, si tu veux, demain, on se fait un 3x5 en MMA. Toi, c'est ton début de camp. Donc forcément, tu vas pas être super en forme parce que c'est un début, c'est à Thaïlande, il fait chaud, tout ça. Mais toi, ça te remet dans le jus de savoir où t'en es. Et puis, pour Benoît, c'est pareil, on voit. Et donc, le lendemain, il nous rejoint. On fait le 3x5. Ensuite, nous, on quitte la Thaïlande. Quand il revient, il vient au cours de Max. Ça se passe bien. Il vient à mon cours, ça se passe bien aussi. Et il me passe un petit coup de fil, il me dit est-ce qu'on peut parler? Et de là, on se dit ok, le combat, il est dans combien de temps? T'affrontes qui? Moi, je commence à regarder ces combats. Et c'est ce que je te disais hier. Je regarde les combats de Will. Je note. Tu vois, je regarde le premier round, je note ça, faut améliorer. Ça, je pense qu'on peut faire ça, tac, tac. Je regarde le deuxième round, je tire un trait. Ah ça, il l'a déjà amélioré. Oh, ça aussi, ça aussi. Et je capte que le gars, il est super fort. Juste, il y a des variations dans sa concentration, dans son intensité, qui font que il emmène des fights à la décision sur lesquels en fait il pourrait faire des masterclass où il pourrait presque terminer le fight avant la limite s'il faisait. Et on commence à se découvrir. Forcément, avec William, on a 3 échelles de temps. Hein. On a William où ça fait 1 mois qu'on travaille ensemble. On a Benoît où ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. Et on a Nassour où on se connaît depuis... et je crois qu'on s'est connu avec Nassour, il avait 2 combats de MMA. Donc depuis 10 ans, quoi, quasiment. C'est top là, ce que tu viens de nous dire, parce que ça me permet d'enchaîner. Vous l'avez eu finalement assez tardivement, le nom de Ruffy. C'est arrivé très tard dans la prépa. Au bout il restait combien de temps? T'étais à J- combien? 5 semaines. Et ce qui est fou, tu vois, Israël Adesanya, on le savait 2 mois et demi à l'avance, quelque chose comme ça. Et finalement, l'UFC a annoncé, je sais pas, peut-être 6 semaines à l'avance ou 5 semaines. Là, on a signé le papier. Le lendemain, l'annonce était faite. On a signé, c'est simple. On a signé. Ruffy a fait sa vidéo avec le croissant et le café. Le lendemain. Donc, on l'a su très tardivement, tellement tardivement qu'il y a un moment, on n'était même pas sûr à 100% de combattre sur l'UFC Paris. Moi, j'ai appelé Guillaume, je dis, mais est-ce qu'on va combattre? Est-ce qu'on va pas combattre? Comment ça va se passer? Il m'a dit, on va combattre. Je sais pas encore contre qui. Donc le temps de préparation, mais des 2 côtés pour le coup, que ce soit du côté de Ruffy ou d'une autre, il a été extrêmement court. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? C'est vrai que c'est bon. Après, t'avais déjà pas mal de. Je crois que t'avais entraîné l'équipe de France de karaté ou quelque chose comme ça auparavant dans tes précédents. Alors en préparation physique, je les avais. Ouais, c'est ça. Pas... Et du coup, ça t'a servi parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver un mec qui a ce style. Tu parlais de Nassour. C'est vrai qu'au niveau de la vitesse de Ruffy, ils sont très comparables. Après, les techniques en coup de pierre tourné, tout ce in and out qu'il fait, mais il est carrément distance karaté. C'était pas trop dur de trouver des sparring adéquats? Première des choses, c'est que je découvre Ruffy et je découvre des manières de
de se mouvoir, des manières de défendre la lutte qui sont très similaires aux manières dont Nassour défend la lutte, par exemple, et se déplace. Et pour le coup, je connais je suis le plus grand expert de Nassourdine. C'est-à-dire, je sais dans chaque situation quelle solution il va utiliser. Et donc, pour ça, c'est ça qui est cool. Quand tu commences à avoir pas mal de combattants, c'est que tu retrouves des similarités. Ensuite, je me dis, OK, finalement, pour Ruffy, on n'a pas Ruffy, mais on a des mecs bien. Je me dis, on a Yacine Belhach, champion du monde de taekwondo, des jambes incroyables, gros bras arrière. On a Azael, qui est un combattant qui est incroyable, pied-point de malade, il défend bien la lutte, il sait remonter, etc. On a des gars comme Mathieu Leto. Mathieu Leto, c'est une sorte de Ruffy en plus lourd. On a des gars comme... alors, pas pareil pour le coup, mais on l'a utilisé quand même sur le camp d'entraînement. On a sparé avec Grégory Baben. Pas le même style exactement, mais ce côté déplacement, gros coup d'œil, incertitude parce qu'il peut te mettre un high kick ou il peut te mettre un bras arrière, etc. Et finalement, on n'avait pas Ruffy. Je trouve que la partie la plus dure à trouver de Ruffy, c'est la qualité de sa boxe anglaise. Mais la partie déplacement, défense comme il le fait, on avait pas mal de gars finalement. Pas mal de gars. Tu en parlais tout à l'heure, je te disais qu'on a parlé de toi avec Pablo Sucupira, donc je lui ai demandé ce qu'il pensait de toi, donc je vais te demander ce que tu penses de lui et ce que tu penses aussi plus globalement de ce que font les nerds, notamment sur la façon dont ils ont réussi à créer. C'est une sorte de personal branding, mais autour d'une équipe, en fait. C'est assez étonnant ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a deux choses. Il y a le marketing des fighting. Il y a même trois choses. Il y a le marketing des fighting nerds qui, pour moi, est impressionnant parce que, avec un ustensile que tout le monde peut porter, ils ont réussi à poser leur marque. Et ce qui est fort, c'est que les lunettes, c'est ce qu'ils disaient, tout le monde a envie de les mettre. Tu vois, et limite, Aldric, tu mets des lunettes, on ne sait pas si tu mets des lunettes pour les fights. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement commun. On est 2 sur 3 autour de la table à avoir des lunettes. Et tellement tu peux confondre que, voilà. Donc, très, très fort d'un point de vue marketing. Deuxièmement, il y a plus qu'un marketing parce qu'il y a une équipe. Et ça, on le voit ici. Je pense que ça a étonné tous les Français. Les Brésiliens, ils sont venus. Ils sont 30. Et j'en parlais, même Prates, t'imagines, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu comment ça marche à ce business, au niveau d'excellence où il a dû prendre, avec sa victoire, il a pris prendre peut-être 200, peut-être 300 000 $. Et au lieu de profiter de ses vacances, il fait la Fight Week avec ses gars, il transpire avec eux, il va, enfin, j'ai trouvé ça hallucinant, moi, vraiment. Tu vois vraiment que c'est une famille parce que venir d'ailleurs, moi, quand je suis arrivé à l'hôtel, il y a Caio Borralho qui est là et il y a sa femme et ses enfants. Je croise Ruffy hier, il est avec sa femme. Ils sont venus ce matin au petit-déj, t'as la table des femmes, des parents, des grands-parents et donc ils sont venus en groupe, en famille. Donc ça c'est fort. Tu vois, là tu vois que le côté on est une team, on est une famille, c'est pas du baratin, il y a vraiment ce truc-là. Et après il y a le côté sportif. Et sur le côté sportif, je vais être un petit peu taquin. C'est-à-dire que ils sont forts. Ils sont forts. Carlos Prates, on a vu les tests cette année, le combat qu'il fait contre Yann Gary. Yann Gary, moi j'adore Yann Gary, ce qu'il est capable de faire, mais Carlos Prates, il rattrape des rounds à la fin, il est là, il montre que même contre l'élite des 77, il est là. Jean Silva, il montre cette année sur les tests qu'il est là. Caio, son premier gros test pour moi, c'était Cannonier, et contre Cannonier, il montre qu'il est là. Ruffy, son premier gros test, ça va être Benoît. Il n'a pas eu de test de cet acabit. C'est-à-dire que tu peux dire Caio, il y a eu Cannonier. Tu peux dire Prates, il y a eu Yann Gary, mais il y a une défaite du coup. Tu peux dire Jean Silva, il a concrétisé contre Brice Mitchell. Tu peux pas, pour moi, il n'y a pas de comparaison encore à l'heure actuelle pour Ruffy. Et la comparaison, ça va être Benoît. Et à ce moment-là, on va voir on va voir lequel des deux a le plus sa place dans le top 15. C'est marrant parce qu'on l'a dit, dans l'émission de lundi, on l'a dit, il n'a pas été testé. C'est une des grosses inconnues de ce truc-là, et tous ceux qui disent, voilà, on voit vraiment que Ruffy, il est supérieur à Benoît. Vous savez pas, les gars. Il n'a pas été testé à ce niveau-là. C'est plus dur, finalement, de se dire, parce que tu vois, tu connais moins peut-être son niveau, finalement. Je te dis honnêtement, Ruffy, il fait des trucs d'extraterrestre où il est très, très fort. Mais il y a des endroits, il y a des moments du combat où ce qu'il fait, c'est c'est très moyen, honnêtement. Et je pense que sa hype, elle est un petit peu plus élevée, et notamment
je pense qu'elle est un peu plus élevée parce qu'elle est aidée par ses performances à l'entraînement. Ce que j'entends de ses entraînements, c'est à l'entraînement, il est imbattable. Et donc, je pense qu'il y a cette réputation qui le précède, où on se dit, attends, il s'entraîne avec un tel, il est incroyable. En combat, il a mis des KO spectaculaires comme contre Green, mais pour moi, c'est pas ça. Vraiment, le plus gros test de sa carrière, c'est le test qu'il va avoir samedi soir. À quel niveau samedi soir t'es satisfait, Nico? S'il y a 3-0, c'est la seule manière où t'es satisfait sur tes 3 combats? Ou ça va dépendre de ce qui se passe aussi dans la cage? C'est compliqué. Honnêtement, j'ai pas, c'est parce que moi, je visualise, tu sais, le problème du coach, c'est que lui, il visualise que la victoire. Donc, le coach, quand il arrive, la victoire, c'est la norme. Et donc, il éprouve une joie pour la victoire qui est modérée, tu vois, parce qu'il l'attendait, la victoire. Donc, il est là ou un petit peu plus haut, mais il n'a jamais une joie de malade pour la victoire parce qu'il s'y attendait. Et de l'autre côté, la défaite, elle est très dure parce que tu t'attends à gagner. Et donc, le niveau d'attente, bien évidemment, c'est le 3-0, c'est ce qu'on vise. Maintenant, tu sais, il y a des grandes incertitudes, tu vois, quand tu prépares un combat. Quand on préparait le combat contre Adesanya, il y a des moments, je me disais, est-ce que je suis fou ou est-ce que vraiment Nassour, il peut le faire? Et tu sais pas avant le jour du combat, tu sais pas. Maintenant, il y a des jours où Aldric, il va savoir de quoi je parle. Il y a des jours où tu prépares un sparring pour ton gars et le sparring, tu sais qu'il est dur. Et ton gars, il fait un truc de fou dans le sparring et tu sors. Franchement, t'arrives le soir à la maison, t'es bien, t'as le sourire, tu dors bien et tu dis, attends, là, il est monté dans la cage contre un mec, il est 1 ou 2 KT au-dessus, il a fait ce que j'ai vu. Si ça s'est reproduit samedi soir, ça va être un truc de fou. Je sais que vous l'avez vécu tous les deux, donc je vais vous interroger tous les deux là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, Nico, à ton encontre là-dessus. Tu fais main, comme main event, comment on enchaîne? Est-ce que c'est dur de se remettre dedans? Tu l'as fait à Arès, Aldric? Tu l'as fait à Arès, Nico. Comment vous avez vécu ça? Et est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, c'est pas facile, mais en fait, on sait ce qu'on fait et on se remet très vite dedans à chaque fois? Avant de le faire à Arès, on l'a tous les deux fait au championnat du monde. Et on a vécu en plus les championnats du monde d'une manière différente. Faut comprendre que Aldric, quand il est au championnat du monde, il a un petit jeune qu'il a préparé depuis ses premiers pas dans le MMA, avec lequel il passe 5 jours par semaine, qui est comme son petit frère. Je parle d'Axel Sola. Il a Virgile qui est là aussi au championnat du monde. Et Axel, à l'époque, il est numéro 1 mondial. Et la seule récompense qui lui manque, c'est d'être champion du monde. Et Aldric, il doit à la fois s'occuper de son petit jeune et à la fois s'occuper d'un groupe de 20, je crois qu'on a une équipe de 20 combattants, quelque chose comme ça. Et t'es au championnat du monde et toute la journée, tu coaches. C'est pas, t'as pas 3 gars. Toute la journée. On t'appelle au tapis, tu vas, tu coaches, tu sors. On t'appelle au tapis. Et dans cette journée de coaching, il y a un moment où son poulain, son petit frère, il passe. Axel Sola, il doit passer. Et Aldric, il doit mettre les émotions de côté. C'est-à-dire, si Axel, il a gagné, le combat d'après, il doit être normal. Et si Axel, il a perdu, le combat d'après, il doit rester normal parce qu'il y a d'autres mecs qui préparent leur championnat du monde. Donc, j'ai envie de dire déjà, parce que les championnats du monde, en termes de coaching, c'est une des expériences les plus folles que tu puisses vivre. 5 jours d'affilée à coacher pour aller jusqu'au titre de champion du monde, c'est une expérience de fou. Et puis après, bien sûr, on l'a truc. Pour moi, le secret, c'est cloisonner les émotions. Ce qui est très dur parce que ça veut dire que tu ne t'autorises à célébrer ou à être endeuillé qu'à la fin de la compétition. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Et je suis intéressé de savoir comment Aldric il fonctionne là-dessus. Déjà, le rappel pour les championnats du monde, on peut pas le faire sans faire un petit big up à Yuri Benejari. Moi, j'avoue qu'en tant qu'entraîneur, c'est parmi mes meilleurs souvenirs avec Nico et Yuri. Donc voilà, grand spécialiste de la lutte également, il se reconnaîtra. Mais plus exactement, j'ai envie de te dire, c'est notre quotidien permanent. C'est-à-dire que même dans la vie de tous les jours, tu viens de faire un combat, t'as gagné, t'es content parce que le niveau de performance te permet parce qu'il a raison, la victoire c'est la norme. Moi je prépare pas un gars pour qu'il perde. Donc le gars a gagné, t'es super, mais en fait le lundi quand tu retournes à l'académie, il y a déjà un autre mec qui prépare un camp. Donc tu peux pas oui, tu fais applaudir le gars pour qu'il y ait un peu de vibe et qu'il y ait de la communication dans ton équipe, mais en vrai tu te remets tout de suite au boulot, tu peux pas savourer. C'est ça qui est dur dans ce métier, je trouve. Et quand tu as une équipe d'athlètes d'une dizaine, douzaine, quinzaine de gars, tu dois toujours mettre tes émotions de côté et c'est très compliqué. Et pour revenir à ça, Nico et moi on fonctionne de la même façon. Il y a des cellules qui sont quand même assez étanches avec chaque combattant, même si Virgile et Axel par exemple qui ont fait Main et Komen, ils sont amis, ils n'ont pas tout à fait
fait les mêmes personnes dans leur coin. Ils ont pas, tu vois, ta cellule, elle est cloisonnée. Toi, tu t'en vas pour aller faire ton coaching avec les 2 autres coachs qui vont t'aider. Mais l'équipe, elle reste complètement étanche derrière. Et après, on se débranche un peu émotionnellement quand même. Moi, je pense comme lui là-dessus. Moi, j'évite d'y penser. En fait, on savourera à la fin. Et quand tout ça sera fini, tu repenseras à tes souvenirs. Mais pour l'instant, moi, ça fait des mois que je le mets mes émotions de côté et je vois ce qu'il est en train de faire. Il faut lui donner ce crédit je pense que ce que fait Nico là aujourd'hui, plus personne ne le fera. Parce que main co-main et encore un athlète derrière, c'est juste une perf énorme. Et moi, je tiens pas spécialement d'ailleurs à battre ce record parce que ça, c'est pas tranquillisant, tu vois. Lui, il est obligé de le faire parce que c'est comme ça. Il a ses athlètes comme ça, mais je l'ai fait à l'arrêt. Si je peux ne pas le faire à l'UFC, je lui laisse ce record bien tranquillement. Mais c'est quelque chose de difficile, mais voilà. Je pense qu'on est un peu débranché là-dessus émotionnellement et tout ça, ça ressortira plus tard, quoi. Au moins, ils t'ont pas mis William en main card quand Fares a été. Tu vois, t'as un petit peu le temps de souffler, Nico. C'est toujours bien. Bon, ouais, les gars, on se retrouve peut-être samedi soir ici. On va faire un débrief dans la chambre. Nico, tu peux passer. Et puis, on célébrera peut-être 4 victoires. Axel, William, Benoît et Nassourdine. On l'espère, en tout cas. C'est le but. Merci beaucoup, Nicolas Haute. Et puis, toujours le bienvenu sur Jab Live. Tu le sais, on espère que tu passeras nous voir pour des plus longtemps où on aura le temps de débrocher tous les souvenirs et de refaire toutes vos carrières ensemble. Aldric, un petit dernier mot. Ouais, non, juste pour dire que je pense qu'on va... Bien sûr qu'on invitera Nico à l'ouverture de notre centre de performance, mais je pense qu'on va s'inviter un petit peu et qu'on va aller visiter tout ça quand il sera ouvert, parce que moi je connais son sens du détail et on avait pas mal échangé lui et moi sur l'UFC Performance Institute, donc j'ai hâte de voir ce qu'il nous a préparé pour l'ouverture de sa nouvelle salle. Puisque l'UFC veut pas en faire en France, les gars, vous nous faites des instituts, c'est ça, Nico, hein, vous les faites vous-même. Merci beaucoup, Nicolas Haute. Plein de force pour samedi soir pour tous tes athlètes. Et nous, on continue, bien sûr, dans cet épisode spécial depuis l'hôtel des combattants Inside UFC Paris sur Jab Life. Les gars, on continue ce nouvel Aldric Enerby depuis l'hôtel des combattants de l'UFC Paris. C'est la Fight Week, samedi soir, bien sûr, à l'Accor Arena, cette grande soirée annuelle pour le MMA en France. Et on est ravis et honorés, soit d'accueillir non pas un Français, mais un Belge, monsieur Bolaji Oki, qui sera opposé à Mason Jones. C'est un combat, nous, quand on en a parlé avec Aldric dans la preview, banger absolu. Je pense que ça va être une grosse guerre. Comment t'abordes ce combat, Bolaji? Bah écoute, comme t'as dit, ce sera la guerre et on est prêt pour faire une guerre de 3 rounds. Et voilà. Qu'est-ce que tu connais, que tu peux nous dire de Mason Jones? C'est un bon petit combattant, un complet, ça frappe fort, il y a une belle opposition en face. Voilà, exactement. Il est expérimenté, c'est quelqu'un qui avance toujours, qui aime bien mettre la pression. Mais voilà, on voit des trous dans son jeu qu'on va exploiter samedi. Et donc, vous allez très vite le voir. Aldric, un petit mot sur ce combat quand même. T'en as parlé lundi, mais je pense qu'on va bien s'amuser quand on va voir Bolaji Oki contre Mason Jones. Ouais, absolument. En plus, c'est bien, tu vois, j'aime bien, moi, remettre l'église au milieu du village. Et cette équipe, moi, je les suis depuis longtemps. Le Oki, je suivais, moi, c'est quoi? C'est le Atomic Fight, je crois que ça s'appelait, où t'as pris la ceinture. Ouais. Si je me rappelle bien, tu prends la ceinture, tu mets un coup de genou au foie au gars, tu le mets KO. Juste ou pas. En fait, ça, c'était pour la défense de la ceinture. Et tu vois, quand son combat contre Dylan Salvador, qui est un grand combattant aussi de Muay Thai, est sorti au Dana White Contender Series en 2023, moi j'étais hypé de fou parce que je connaissais le niveau de l'équipe en pied-point et son niveau à lui, et derrière ça a tenu ses engagements, le combat de malade où il met KO Dylan, et en Muay Thai je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient fait ça, tu vois. Ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et puis voilà, là pareil, Mason Jones, c'est plutôt debout qu'il a son chemin de victoire habituellement, donc vraiment hypé de voir ce combat et de voir la guerre qu'ils vont nous offrir samedi soir. Voilà, J, ce combat, la carte, elle est top. Nous, on l'a dit à Aldric, je pense que c'est la meilleure carte sur les 4 éditions de l'UFC Paris. Il y a beaucoup de combats qui sont hyper attendus. J'ai l'impression que ton combat, il passe un peu sous les radars, lui, par contre, tu vois, par rapport à d'autres. Comment tu vis ça? Parce qu'on en parle moins que d'autres, alors que c'est un des gros combats, nous, on a dit, sur cette carte, quoi. Exactement. Mais j'ai l'habitude. Et c'est pas grave. Parce que c'est là où, justement, on m'attend le moins, où je vais briller. Et ils vont voir. Tu vois, on doit mettre les gens KO pour que les gens comprennent que, en fait, le Zoulou, là, c'est quelqu'un, il faut mettre plus de lumière sur lui, plus de visibilité. Donc, en attendant, on reste dans notre coin, on va faire le boulot samedi, et après, ça va, tout le monde verra bien. Et ça te frustre un peu d'être moins dans la lumière que d'autres sur cette UFC Paris? Oui, ça me frustre parce que, voilà, j'attends plus. Et en fait, je comprends que les médias sont pas toujours là. Certains sont là, d'autres non. Mais j'ai compris le game et j'ai compris qu'en fait, il faut frapper fort. Et c'est ce que je vais faire. Je vais frapper fort. Et ensuite, ils vont tous revenir vers moi. Ah oui, monsieur Bolaji, vous avez le temps. Je dis, vous avez eu le temps pour moi? Désolé, j'ai pas le temps. Mais voilà, c'est bon jeu.
je le prends bien aussi. Je comprends comment ce game fonctionne. Et voilà, hein, j'aurai mon moment et mon moment de briller viendra très vite. Après, nous, on essaie d'avoir une vision un peu internationale, tu vois, du MMA, même si on est un média français à la base. Et je pense que oui, en France, parce que c'est toujours un peu la culture de l'instant chez nous, c'est moins médiatisé. Mais moi, je suis persuadé qu'à l'international, que ce soit USA et même au Royaume-Uni, parce que Mason, il a été champion du cage warrior, je pense que ce combat, il est hyper attendu et je serais pas surpris, tu vois, que au niveau des visibilités sur l'UFC Fight Pass, il y ait beaucoup plus de vues aux US que chez nous sur ce combat. Je pense vraiment que c'est un combat attendu parce que c'est un combat où il va y avoir un déroulement en striking. Je pense, moi à mon avis, le combat il se fait quasiment tout debout, tu vois. Donc hâte de voir ça et hâte de voir ce que vous avez préparé aussi, parce que je vois souvent des adaptations en pied-point de toi et ton équipe, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Crois-moi qu'il va très vite lutter une fois qu'il va goûter à la lance. Comme tous les strikers, une fois qu'ils sont dépassés, il va se dire en vérité, je peux pas, donc du coup je vais shooter. Mais tu t'attends que le début soit comme ça, comme disait Aldric, ça va être debout et une guerre. Il va essayer, comme beaucoup ont essayé. Et ensuite, voilà, on va faire la différence. Par contre, tu vois, on parlait de manque de visibilité, mais l'UFC, ils vous ont tout de suite mis en main card. Exactement. Carte principale, donc eux, l'UFC, ils ont confiance sur ce combat-là, en fait. L'UFC, ils savent très bien. Ils ont compris, ils savent très bien nos deux styles, parce qu'on est des styles agressifs qui vont au front. Et c'est ce qu'ils aiment voir. Donc, quel souvenir t'as puisque t'as commencé à l'UFC l'année dernière, à Paris, pour le coup, souvenir malheureux sportivement, puisque c'est ta défaite contre Chris Duncan, mais quel souvenir t'as de cet événement-là, du public, de la défaite, qu'est-ce que tu te souviens un an après? Ben voilà, c'était, il y a eu du bon et du mauvais, hein. Donc pour moi, ça reste quand même une super expérience, parce que c'est la première fois que j'ai un UFC avec un public, le public français. J'ai pu ressentir l'énergie de la foule. Voilà, au début du combat, j'étais en train de mener le fight, je me sentais au top de ma forme comme jamais. Et puis voilà, il y a la petite descente où je me fais avoir sur une guillotine et on perd le combat, mais après on apprend de ça. On s'est relevé et on est venu 2 fois plus fort, et aujourd'hui on est revenu reprendre ce qui nous revient de droit. On va reprendre Paris. J'aime bien cette phrase. Moi, je veux toujours profiter de l'émission et de l'inside pour présenter, te présenter, on l'a fait, tes combats, ils parlent pour toi, mais profiter pour présenter ton équipe, comment t'es arrivé au Dana White Contender Series, qui c'est que te manage, comme ça on met un peu de lumière, parce que moi je pense vraiment que il va la mettre tout seul, sa lumière, par ses combats et ses performances à l'UFC. Moi j'ai aucun doute là-dessus, mais j'aime bien qu'on profite un peu de ça pour découvrir ta team. Il y a pas mal de prospects en plus dans ton équipe. Je crois qu'il y a t'as un teammate qui va combattre pour la ceinture de l'Ares dans pas longtemps, si je dis pas de bêtises. Donc, mettre un peu de lumière sur tout ça, c'est cool. Si tu peux nous en parler un petit peu. Bien sûr. Je viens d'une grande salle à Bruxelles, le Da Vinci Fighting, dans une grosse team où il y a 22 professionnels dans la Valen Team. Et on a des champions de Glory Kickboxing, enfin pas encore champion mais bientôt, d'Arjan Pepochi. On a Mustafa Diarate qui va combattre la semaine prochaine à l'Ares. Junior Hernandez qui est aussi à l'Ares, je pense qu'il est classé 5e derrière Baki, tout ça. On a les jumeaux Di Franco, Nico et Seb qui sont au PFL, qui vont revenir encore, qui vont combattre dans pas très longtemps. Donc on a vraiment une grosse équipe derrière. On a le Paradigm, je suis managé par Paradigm. Ok, donc c'est une grosse boîte. Ouais, très grosse structure. Donc là, grosse, hein. Voilà, donc on est bien encadré, bien entouré. Et Moustapha t'en parlait, ce sera contre Paulin Béguet pour la ceinture des moins de 93 à l'Ares, donc gros fight. Toi, plus personnellement aussi, pour ceux qui te connaissent moins, tu vois, dans le public français pour le coup, même si on t'a vu l'année dernière, tu peux nous raconter ton parcours, comment t'arrives au MMA, qu'est-ce que tu as fait comme sport de combat avant, si tu en as fait? Enfin voilà, raconte-nous en quelques mots ton parcours. Je suis arrivé, j'étais un jeune adolescent, j'avais 16-17 ans, je teste une salle de MMA, je surkiffe. Et depuis, j'ai jamais rien lâché. J'ai très vite combattu après 6 mois d'entraînement et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive chez Valen, mon coach Pavlo. De là, j'ai continué à monter les échelons. J'ai combattu en kickboxing aussi, en même temps que le MMA. Et ainsi de suite, j'ai combattu, gagné. Je vois que c'est vraiment quelque chose qui me tient et que je vois mes ambitions et que je rêve j'ai toujours rêvé d'arriver à l'UFC. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de combattre au Dana White Contender Series, parce que j'avais signé juste un peu avant avec Paradigm.
Et de là, j'ai saisi ma chance, j'ai tout donné. J'ai pu le battre au premier round, TKO. Et voilà, on est dans l'aventure et on continue à poursuivre notre rêve. Aldric, on le dit souvent, mais tu as des boîtes comme Paradigm, quand tu signes avec eux, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus grosse structure quasiment au monde parce qu'ils ont des joueurs de NFL aussi, ils ont des joueurs de baseball. C'est une énorme structure. C'est la première structure qui a collaboré avec Conor McGregor aussi auparavant. En toute franchise, plus gros, ça n'existe pas. En termes de, si tu fais le lien entre le marketing, le branding, les marques, les sponsors et tout, ça n'existe pas plus gros. Donc c'est ce qui se fait de mieux en management d'aujourd'hui. Et tu vois, je savais pas, c'est cool. Je suis content qu'on ait posé la question. Au moins, ça ouvre. Voilà, ils ont des accords bien sûr avec l'UFC et surtout avec des gros sponsors après derrière si ça performe. Donc ouais, très bien entouré. Et maintenant que tu nous as raconté le parcours, pour ceux aussi qui t'ont pas beaucoup vu dans la cage, parce qu'on sait que le UFC Paris c'est regardé par des gens qui parfois regardent pas les autres UFC ou les autres combats ou les autres orgas, raconte-nous le style Bolaji Aki. Qu'est-ce qu'on voit dans la cage? Vous allez voir quelqu'un qui avance et qui cherche le finish, précis, rapide, explosif. Et voilà, vous allez voir quelque chose de spectaculaire. Sur l'avancée de ta carrière, on l'a dit avec Aldric, c'est un gros combat sur la main card qui peut être un des combats de la soirée, vraiment, vu les styles qui vont s'opposer. Tu penses qu'une victoire, ça t'ouvrirait assez rapidement le chemin de gros combats et que finalement, en quelques combats, là, on serait pas loin des portes du top 15 ou du top 15 lui-même? C'est pas pour rien que l'UFC m'a mis sur la main card. Ils savent aussi très bien que c'est un gros fight. Et j'en suis sûr que si je passe Mason Jones et je vais le passer, bah, ça va m'ouvrir des portes pour la suite et arriver très vite dans le top 15. Pour moi, il est à 2 combats du top 15. Il gagne celui-là et celui d'après, on le verra classé à l'UFC. Donc j'ai hâte de voir la suite parce qu'en plus, je trouve qu'il y a pas mal de strikers. Si tu regardes un petit peu on va dire top 25, allez, on va schématiser comme ça, de 25 à 10-11, il y a quasiment que des mecs qui restent ou qui essayent de rester debout. Donc, hâte de voir un petit peu le chemin qui va être le sien. Quelque chose me dit aussi que les combats, ils sont un peu croisés samedi soir, que certains perdants rencontreront certains gagnants et qu'il y a pas mal de combats qui vont être liés samedi soir. Toi, en cas de victoire, t'as des noms que t'aimerais déjà à Bolaji ou t'y réfléchis pas encore et full focus sur samedi? Full focus sur samedi, mais voilà, je suis quelqu'un je vais regarder avec mon équipe. Et moi, je suis le soldat qui réfléchit pas. Donc, c'est eux le cerveau. Moi, on me dit, va au front, combat. Je vais au front, je combats, peu importe c'est qui. Après, bien sûr, j'aimerais bien reprendre un combat face à Duncan et revenir sur la défaite que j'ai eue. J'ai eu quelques combats annulés comme Salwadi ou Medeiros. Donc, voilà, je sais que c'est des combats que je pourrais faire pour reprendre de là où on était et voilà quoi. Mais sinon je combattrais n'importe qui qu'on me mettrait en face de moi et le chemin le plus rapide pour arriver au top 15, top 10, top 5 et avoir un jour la ceinture. Je rebondis sur ça, mais il y a une grosse envie de revanche sur Chris Duncan parce que t'es frustré en fait de te dire j'aurais pu le battre. Duncan en plus il est sur plutôt une bonne vibe, tu vois. Ouais, donc il y a cette envie vraiment au fond de toi. Comme je l'ai déjà dit, 9 fois sur 10 je le bats. C'était sur une petite erreur. Donc j'ai cette frustration de me dire que mince, c'était au bout de mes doigts et j'ai pas pu saisir ma chance sur une petite erreur stratégique. Mais voilà, c'est le game. J'apprends de ça et voilà, c'est un bon gars, il fait son parcours. Derrière, il a eu des victoires et il a été dominant. Mais avec moi, il n'a pas dominé du tout. Il a juste eu une seule chance qu'il a saisie et qu'il a réussi. C'est stratégiquement que tu as beaucoup appris de ce combat? Oui, j'ai beaucoup appris stratégiquement et savoir que faire, à quel moment et voilà. Et le soutien aussi, tu le sens, voilà, on sait, la Belgique, France, c'est des pays voisins, c'est des pays amis. Tu sens que fighter à Paris, t'es pas chez toi, c'est pas comme si tu fightais à Bruxelles, mais il y a un peu quand même on est à la maison un petit peu. Exactement. Je me sens comme à la maison. Donc, j'estime que le public français, c'est mon public aussi. Et voilà, c'est nous contre eux. Aldric, un dernier mot à dire ou... Ben ouais, nous on supporte en tout cas comme c'était un Français. Moi, je suis depuis longtemps ce qu'ils font et lui-même et son équipe. Et vraiment hâte de voir ce combat. Et c'est vrai que j'aimerais pas qu'on prenne une clim, nous les Français, samedi, mais ça peut être une victoire de la Belgique aussi. Et pour terminer, pour le replacer dans l'échiquier des lightweight, tu te rappelles de ce que je pense de Duncan et ce que j'ai dit que ce serait un futur top 15. Donc, quand on voit le combat qu'il a fait contre lui et comme il a dominé les momentum en striking,
on voit le niveau du garçon et je vous invite à regarder samedi soir sa performance. T'as raison, Aldric, on n'est pas derrière tous les Français samedi, on est derrière tous les francophones et on sera là bien sûr pour vous soutenir. Merci beaucoup Bolaji, plein de force pour ce combat contre Mason Jones. Soyez devant l'écran quand il y aura ce combat-là parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, je pense, dans la salle de l'Accor Arena. Merci à tous et à très vite pour la suite sur Jab Life.